Le numéraire, le signe de valeur. C'est de la fonction de moyen de circulation que naît la figure de numéraire que prend la monnaie. Le poids d'or représenté dans le prix, dans le nom monétaire des marchandises, doit, dans la circulation, se présenter face à ces dernières comme pièces d'or de même nom, comme numéraire. Tout comme l'établissement de l'étalon des prix, le monnayage est du ressort de l'État. La division entre les sphères intérieures ou nationales de la circulation des marchandises et sa sphère universelle sur le marché mondial apparaît bien dans les différents uniformes nationaux que portent l'or et l'argent, mais qu'ils abandonnent une fois qu'ils sont sur le marché mondial. L'or en pièces et l'or en barres ne se distinguent donc à l'origine que par leur configuration, et l'or peut passer en permanence d'une forme à l'autre. Note 81. Il est naturellement hors des limites de mon propos de traiter ici de détails tels que le seigneuriage ou autre. À l'adresse de ce sycophante romantique, c'est une insulte de l'époque, je sais plus ce que ça veut dire, romantique qui est Adam Müller, admirateur de la généreuse libéralité, entre guillemets, avec laquelle, je cite, le gouvernement anglais bat gratuitement monnaie, je mentionnerai cependant ce jugement de Sir Dudley North. Attendez, là, est-ce que c'est une longue citation que je vais pouvoir... Ouais, c'est bon, je vais pouvoir ressortir mes effets de voix histoire de détendre un petit peu la lecture. Attendez, je lance le logiciel d'effets de voix parce que j'avais complètement oublié que je m'en servais pour ce genre de lecture. Alors, comment est-ce qu'il parlait David North? Non, Dudley North. Sir Dudley North parlait comme ça, à peu près. L'or et l'argent comme les autres marchandises ou leur flux et reflux. Lorsqu'un chargement arrive d'Espagne, il est porté à la tour et aussitôt monnayé. Quelque temps après survient une demande de lingots en vue de l'exportation. Que se passe-t-il alors? S'il n'y en a pas, et qu'il se trouve que tout a été monnayé, on refond tout ce qui ne représente aucune perte, le monnayage ne coûtant rien au possesseur de l'or. Mais c'est la nation qui en supporte les conséquences puisqu'on lui fait payer le tressage de la paille qu'on donne aux ânes. Si le marchand, North était lui-même l'un des plus gros négociants du temps de Charles II. Donc, si le marchand devait payer un prix pour le monnayage, il n'enverrait pas sans réfléchir son argent à la tour, et l'argent monnayé aurait ainsi toujours une valeur plus élevée que le métal non monnayé. Fin de note. Mais dès qu'elle quitte l'hôtel de la monnaie, la pièce est déjà en route vers le creuset. En effet, les pièces d'or s'usent dans leur parcours, certaines beaucoup, d'autres moins. Le titre et la substance de l'or, sa teneur nominale et sa teneur réelle, entament le procès de leur séparation. Des pièces d'or Bon, tout ça c'est pas très utile pour nous aujourd'hui parce qu'on n'a pas... on n'a plus de pièces de monnaie en or. Mais bon, je le lis quand même parce que c'est dans le texte. Hein. Des pièces d'or de même nom finissent par être des valeurs différentes, parce que de poids différents. L'or comme moyen de circulation diverge de l'or, comme étalon des prix et cesse également ainsi d'être l'équivalent véritable des marchandises dont il réalise les prix. Toute l'histoire des monnaies du Moyen-Âge et de l'époque moderne jusqu'au XVIIIe siècle est l'histoire de ces embrouillements. La tendance naturelle du procès de circulation à transformer l'être or du numéraire en apparaître or, à transformer le numéraire en un symbole de sa teneur métallique officielle, est même reconnue par les lois les plus modernes sur le taux de perte métallique à partir duquel une pièce d'or est mise hors concours démonétisée. Si le cours de la monnaie qui se dit Metaldasein, qui dissocie la teneur réelle de la teneur nominale du numéraire, son existence métallique de son existence fonctionnelle, il détient en lui la possibilité latente de remplacer la monnaie métallique dans sa fonction de numéraire par des jetons d'un autre matériau ou par des symboles. Là, ça nous intéresse un petit peu plus par contre. Les obstacles techniques qui s'opposent à la frappe de poids d'or ou d'argent de plus en plus petits, et le fait qu'à l'origine on utilisait pour mesure de la valeur au lieu de métaux précieux des métaux inférieurs, l'argent au lieu de l'or, le cuivre au lieu de l'argent, et qu'ils circulaient donc comme monnaie quand le métal plus précieux les détrôna, explique historiquement le rôle de jetons de cuivre et d'argent comme substitut du numéraire d'or. Il remplace l'or dans les cercles de la circulation des marchandises, où le numéraire circule le plus vite et donc s'use le plus rapidement, c'est-à-dire où les achats et les ventes se renouvellent sans cesse à très petite échelle. Afin d'empêcher que ces satellites s'établissent à la place de l'or lui-même, des lois déterminent les proportions très minimes dans lesquelles ils doivent seulement être acceptés à la place de l'or en guise de paiement. Les cercles particuliers dans lesquels les différentes sortes de numéraires circulent s'enclenchent naturellement les uns dans les autres.
La monnaie divisionnaire apparaît à côté de l'or pour le paiement de fraction de la pièce d'or la plus petite. L'or entre continuellement dans la circulation de détail, mais en est tout aussi continuellement rejeté du fait de son remplacement par de la monnaie divisionnaire. Citation. Citation de qui? De David Buchanan, ou Buchanan, je sais pas comment on dit. Voilà, je ressors un autre effet de voix. Alors, le David, il parlait comme ça, c'est parti. On lit la note 82. S'il n'y a jamais plus de monnaie d'argent disponible que ce dont on a besoin pour les petits paiements, on ne pourra en rassembler en quantité suffisante pour des paiements plus importants. L'usage de l'or pour les paiements importants inclut nécessairement qu'on l'utilise aussi dans le commerce de détail. Celui qui possède des pièces d'or les utilise aussi pour de petits achats et en retour, avec de la marchandise qu'il a achetée, on lui rendra la monnaie en pièces d'argent. La monnaie d'argent excédentaire, qui sans cela ne ferait qu'encombrer le détaillant, lui est ainsi retirée et réintégrée dans la circulation générale. Mais s'il y a tellement de monnaie d'argent que les petits paiements peuvent être effectués sans recourir à l'argent que sans recourir à l'or, le détaillant recevra pour de petits achats une telle quantité de monnaie d'argent que celle-ci nécessairement s'accumulera chez lui. Donc la loi détermine arbitrairement la teneur métallique des jetons de cuivre ou d'argent. Accomplissant leur parcours, ils s'usent encore plus vite que le numéraire d'or. C'est pourquoi dans les faits, leur fonction de numéraire devient totalement indépendante de leur poids, c'est-à-dire de toute valeur. L'existence numéraire de l'or se scinde complètement de sa substance de valeur. Des choses relativement sans valeur, des morceaux de papier, peuvent donc faire fonction de numéraire à sa place, d'où les... Dans les jetons monétaires de métal, ce caractère purement symbolique est encore un peu caché. Dans le papier-monnaie, il se manifeste de visu. Les visous. On le voit, ce n'est que le premier pas qui coule. Il ne s'agit ici que du papier-monnaie d'État à cours forcé. Il naît et se développe directement dans le prolongement de la circulation métallique. Et là c'est bien, il nous raconte la naissance du billet. La monnaie de crédit par contre présuppose des rapports qui du point de vue dans la circulation simple des marchandises nous sont encore tout à fait inconnus. Remarquons simplement en passant que, tout comme le papier-monnaie proprement dit provient de la fonction de moyen de circulation, la monnaie de crédit a ses racines naturelles dans la fonction de moyen de paiement. Note de bas de page 83. Wan Mao-in, mandarin du trésor, s'avisa de soumettre au Fils du ciel un projet visant secrètement à transformer les assignats de l'Empire chinois en billets de banque convertibles. Dans son rapport d'avril 1854, le comité des assignats lui a passé le savon qu'il méritait. Il n'est pas dit s'il a reçu également la ration obligatoire de coups de bambou. Quoi? Le comité, et pas le comité invisible, à la fin du rapport, a étudié son projet attentivement et est d'avis que seuls les marchands y trouvent et les marchandes y trouvent leur intérêt, et que la couronne n'en retire aucun avantage. Fin de citation, fin de note. Maintenant, la note continue pas. À propos de la constante démétallisation des pièces d'or consécutives à leur circulation, voici le témoignage d'un gouverneur de la Bank of England devant le comité de la Chambre des Lords commis aux lois bancaires. La citation est longue, ouais, je pourrais faire un effet de... Ah d'accord, les coups de bambou est une vraie sentence, d'accord. J'ai cru que c'était une remarque raciste à la Michel Leb, d'accord. Ah merci. Si c'est le cas, tant mieux. C'était qu'en plus il était au courant de comment ça se passait là-bas, alors qu'il était en Angleterre, il n'y avait pas internet à l'époque. Alors, comment qui parlait... J'étais dans la chambre des lords, donc je mets une voix un petit peu... comme ça. Chaque année voit une classe toute fraîche de souverains et souveraines. Il ne s'agit pas ici du terme politique, mais le sovereign est le nom de la livre. Perdre trop de poids. Telle série qui possède une année son point véritable en perd suffisamment par le frottement pour faire pencher l'année suivante. Le plateau de la balance. Mais bon, c'était une très mauvaise imitation des lords, mais je parle pas souvent avec des lords. L'État jette de l'extérieur dans la circulation des morceaux de papier revêtus de monétaires tels que 1 livre, 5 livres, etc. Dans la mesure où ils circulent vraiment à la place de la somme d'or de même nom, ne se reflètent dans leur mouvement que les lois du cours de la monnaie proprement dit. Une loi spécifique à la circulation du papier ne peut surgir que du rapport de représentation qui entretient avec l'or. Et cette loi dit simplement que l'émission du papier-monnaie doit être limitée à la quantité dans laquelle l'or, l'argent, qu'il représente symboliquement, devrait réellement circuler. Or on sait que la quantité d'or que la sphère de circulation peut absorber évolue continuellement au-dessus ou au-dessous d'un certain niveau moyen. Oui, il y a de l'activité dans le chat là, qu'est-ce qui se passe?
parle pas avec les lords en France, guillotine. De toute façon, il n'y a pas de lords en France. C'est même pas une question de qu'est-ce qu'on fait, ils existent même pas. Ah d'accord, donc les dessins... Surtout par les dessins qu'on était au courant, que les Coulons étaient au courant de ce qui se passait. Les œuvres d'art chinoises, ok. Merci de peu de culture G. Toutefois, la masse de médiums en circulation dans un pays donné ne s'abaisse jamais au-dessous d'un certain minimum que l'expérience permet d'établir. Que cette masse minimale change en permanence de composantes, c'est-à-dire se compose de pièces d'or toujours différentes, ne change rien à son volume et à son éternel vagabondage dans la sphère de la circulation. C'est pourquoi elle peut être remplacée par des symboles de papier. Si, au contraire, on remplit aujourd'hui de papier tous les canaux de la circulation jusqu'au dernier degré de leur capacité d'absorption monétaire, peut-être seront-ils gorgés demain par suite des fluctuations de la circulation des marchandises. Toute mesure est perdue. Mais s'il dépasse sa mesure, c'est-à-dire la quantité de numéraire d'or, même des dénominations capables de circuler, le papier se représentera malgré tout au sein du monde des marchandises, abstraction faite du danger de discrédit général que la quantité d'or déterminée par les lois immanentes, donc que la quantité représentable. Encore une phrase beaucoup trop longue. Si dans la masse des morceaux de papier, chacun d'eux représente par exemple 2 onces d'or au lieu d'une, une livre par exemple prendra de facto le nom monétaire de disons 1/8 once au lieu de 1/4. L'effet est le même que si on avait modifié l'or dans sa fonction de mesure des prix. Les valeurs qui s'exprimaient avant dans un prix de 1 livre s'expriment donc maintenant dans un prix de 2 livres. Le papier monnaie est signe d'or ou signe de monnaie. Son rapport aux valeurs des marchandises se limite à ceci que ces dernières sont exprimées de manière idéale dans les mêmes quantas d'or, ceux qui sont représentés par le papier de manière symbolique. Le papier monnaie n'est signe de valeur que dans la mesure où il représente une quantité d'or qui est aussi, comme toute autre quantité de marchandises, une quantité de valeur. Note 84, la 2e édition. Le passage suivant, tiré de Fullerton, montre la confusion qui règne chez les meilleurs autoristes à propos des diverses fonctions de la monnaie. Et on a une question là, hop. Quel effet j'ai pas pris, tiens, cet effet là. En ce qui concerne nos échanges intérieurs, les fonctions monétaires ordinairement remplies par les pièces d'or ou d'argent peuvent être tout aussi remplies par valeurs artificielles et conventionnelles qui leur est accordée par la loi. Ceci est à mon avis indéniable. Une telle valeur pourrait répondre à toutes les finalités d'une valeur intrinsèque et rendre même superflue la nécessité d'un étalon de valeur, autant que l'on maintiendrait le nombre des émissions raisonnable. Je me rends compte que j'ai pas déclenché l'effet de voix, c'est pas grave. Ainsi donc, la marchandise argent pouvait être remplacée dans la circulation par de simples signes de valeur. Elle devient superflue en tant que mesure des valeurs et étalon des prix. Fin de note. On peut se demander finalement pourquoi l'or peut être remplacé par de simples signes de lui-même, dépourvus de valeur. Et comme nous l'avons vu, il n'est ainsi remplaçable que pour autant qu'il est isolé ou autonomisé dans sa fonction de numéraire, de moyen de circulation. Or, l'autonomisation de cette fonction n'a pas lieu pour les pièces d'or singulières, bien qu'elles apparaissent dans la circulation prolongée de pièces d'or usées. Les pièces d'or ne sont simples pièces ou moyens de circulation que tant qu'elles sont vraiment en cours. Mais ce qui ne s'applique pas à la pièce d'or singulière s'applique à la masse minimum d'or remplaçable par le papier monnaie. Elle habite en permanence dans la sphère de circulation, fonctionne continuellement comme moyen de circulation, et existe donc exclusivement comme porteur de cette fonction. Son mouvement représente donc non seulement l'entrepermutation permanente des procès opposés de la métamorphose de la marchandise M à M, où la marchandise ne fait face à sa figure de valeur que pour disparaître immédiatement. Désolé, des phrases trop longues avec des mots trop compliqués, je suis désolé. L'exposition autonome de la valeur d'échange de la marchandise n'est ici qu'un moment éphémère. Elle est immédiatement remplacée par une autre marchandise. C'est pourquoi suffit aussi l'existence purement symbolique de la monnaie dans un procès qui l'éloigne sans cesse de quelques mains pour la placer dans une autre. Son existence fonctionnelle absorbe pour ainsi dire son existence matérielle. Reflet fugitivement objectivé des prix des marchandises. Elle ne fonctionne plus que comme signe d'elle-même et peut en conséquence être remplacée par des signes. Note 85.
Pour Nicolas Barbon, le fait que l'or et l'argent en tant que numéraire ou dans leur fonction exclusive d'instrument de la circulation deviennent leurs propres signes, donne au gouvernement le droit d'élever la valeur de l'argent. C'est-à-dire par exemple de donner à une quantité d'argent qui s'appellerait Groschen le nom d'un autre quantum d'argent plus important comme le Thaler, et ainsi de rembourser les créanciers et créanciers en Groschen plutôt qu'en Thaler. La monnaie s'use et perd de son poids en passant par un grand nombre de mains. C'est la dénomination est le cours de la monnaie que les gens prennent en compte dans le commerce et non la quantité d'argent. L'autorité de l'État qui fait du métal une monnaie. Fin de note. Et là. Simplement, le signe de la monnaie a besoin d'avoir sa propre validité sociale objective, et le symbole de papier l'acquiert par le... Cette contrainte étatique ne s'applique qu'à l'intérieur de la sphère de circulation interne, circonscrite par les frontières d'une communauté. Et c'est seulement ici aussi que la monnaie se dissout complètement de sa fonction de moyen de circulation ou de numéraire, et peut donc acquérir dans le papier-monnaie un mode d'existence, et extérieurement de sa substance métallique et purement fonctionnelle. C'est compliqué. Sous-chapitre 3. Il nous reste moins de 20 pages, il y a moyen qu'on finisse avant 22h30. Non. La monnaie. Chapitre 3, la monnaie. Et monnaie, la marchandise qui fonctionne comme mesure de la valeur. Et donc aussi que ce soit en chair et en os ou par le biais d'un représentant, d'une représentante comme moyen de circulation. L'or ou l'argent est donc monnaie. Il fonctionne comme monnaie d'une part, là où il doit apparaître dans sa corporité d'or ou d'argent. Donc comme marchandise monétaire, donc ni de façon purement idéale comme dans la mesure de la valeur, ni susceptible d'être représentée comme dans le moyen de circulation. D'autre part, là où sa fonction, la remplissant personne ou par le biais d'un ou d'une représentante, le fixe comme unique figure de la valeur ou comme unique existence adéquate de la valeur d'échange face à toutes les autres marchandises en tant que valeur d'usage pure et simple. Donc partie A du sous-chapitre 3, thésaurisation. Circuit ininterrompu des deux métamorphoses opposées de la marchandise, où le renversement fluide et continu de la vente et de l'achat se manifeste dans le cours infatigable de la monnaie ou dans sa fonction de perpetuum mobile circulation. Mouvement perpétuel, ça suppose. Il est immobilisé ou comme dit Bois-Guilbert, se transforme de meuble en immeuble. De Bois-Guilbert, vous pouvez voir en bas en note. Le numéraire en argent. Dès que la série de métamorphoses se trouve interrompue, que la vente n'est pas complétée par un achat suivant. Dès le début du développement de la circulation marchande proprement dite, se développe la nécessité et le désir passionné de ne pas lâcher le produit de la première métamorphose. La figure transformée de la marchandise est chrysalide d'or. J'ai du mal à suivre ce que je lis et de mettre la bonne intonation. Désolé. Question de Mercier de la Rivière. La richesse en argent n'est que richesse en production, convertie en argent. Une valeur en production ne fait que changer de forme. Fin de note. On vend de la marchandise non pas pour acheter de la marchandise, mais pour remplacer la forme marchandise par la forme monnaie. De simple médiation du métabolisme, cette métamorphose se mue en sa fin propre. La figure extériorisée de la marchandise est empêchée de fonctionner comme figure absolument aliénable, comme forme monnaie simplement éphémère. La monnaie ainsi pétrifiée devient trésor. Le vendeur ou la vendeuse de marchandises devient thésauriseuse. Aux premiers âges de la circulation marchande notamment, seul l'excédent des valeurs d'usage se transforme en monnaie. L'or et l'argent deviennent ainsi d'eux-mêmes des expressions sociales de l'excédent de la richesse. Cette forme naïve de la thésaurisation se pérennise chez les peuples dont le mode de production traditionnel est régi par les nécessités propres à ces peuples et correspond à un cercle bien délimité de besoins. Il en va ainsi chez les peuples d'Asie, d'Inde notamment. À l'époque, c'était écrit en 1860 et quelques, je crois. Van der Lint, qui s'imagine que les prix des marchandises sont déterminés par la masse d'or et d'argent qui se trouve dans le pays, se demande pourquoi les marchandises d'Inde sont bon marché. Réponse, parce que les habitants et habitantes de l'Inde enfouissent sous terre la monnaie. Et ça, il n'y a pas que l'Inde de l'époque, il y a aussi encore avant. Il semble en Europe, les gens, ils enfouissaient leur argent pour se protéger des invasions, des attaques militaires d'autres. Donc, de 1602 à 1734, ils auraient enfoui 150 millions de livres d'argent métal,
qui à l'origine était passé d'Amérique en Europe. Cette citation de Van der Linde. C'est grâce à cette disposition qu'il maintient leurs articles et leurs produits manufacturés à un prix aussi bas. Fin de note. De 1856 à 1870, en 10 années donc, l'Angleterre a exporté en Inde et en Chine, le métal exporté en Chine reflue en grande partie vers l'Inde, 120 millions de livres d'argent métal, lequel avait été échangé auparavant de la monnaie australienne. Le progrès du développement de la production marchande font que tout producteur de marchandises doit s'assurer ce nervus rerum, nerf des choses, ce gage social. Note 88, citation de John Bellers. L'argent est une garantie. Fin de note. Ces besoins ne cessent de se renouveler et d'imposer l'achat de marchandises, alors que la production de la vente de sa propre marchandise coûte du temps et dépend de circonstances contingentes. Pour acheter sans vendre, il faut qu'intérieurement il est vendu sans acheter. Cette opération, réalisée à échelle universelle, semble se contredire elle-même. Cependant, à leur source de production, les métaux précieux s'échangent directement contre d'autres marchandises. Il y a ici vente des possesseuses de marchandises, sans achat et des possesseuses d'or et d'argent. Note 89. Citation. C'est pas une citation. Achat, entre guillemets, dans son sens de catégorie, implique en effet que l'or ou l'argent existe déjà comme métamorphose de la marchandise, comme produit de la vente. Fin de note. Et les ventes ultérieures non suivies d'achat ne sont que des médiations dans la poursuite de la répartition des métaux précieux entre toutes les possesseuses de marchandises. C'est ainsi que se constituent à tous les points du trafic des trésors d'or et d'argent d'importance diverses. La soif d'or s'éveille avec la possibilité d'immobiliser la marchandise comme valeur d'échange ou la valeur d'échange comme marchandise. À mesure que s'étend la circulation des marchandises, s'accroît la puissance de la monnaie, cette forme sociale absolue de la richesse, toujours prête et prompte à la riposte. L'or est une chose merveilleuse. Qui a de l'or peut faire tout ce qui lui plaît dans ce monde. Avec de l'or, on peut même faire entrer des âmes au paradis. Pour la lettre de la Jamaïque, 1503. Puisque avoir l'argent en deux mots, visuellement l'argent, rien n'indique ce qui a été transformé en lui. Tout, marchandise ou pas, se transforme en argent, devient vénal, tout peut s'acheter. La circulation devient la grande cornue sociale dans laquelle tout vient à atterrir afin de ressortir cristal monétaire. Rien ne résiste à cette alchimie, pas même les saints ossements et moins encore les moins ordinaires restent sacrosanctae extra commercium hominum, chose sacro-sainte hors du commerce des hommes. 80 est une très longue note. Je sais pas si j'ai envie de la lire. Ah non, note 90. Henri III, très chrétien, roi de France, dépouille les cloîtres, etc. De leurs reliques pour en faire les lingots d'argent. On sait quel rôle a joué dans l'histoire de la Grèce avec H, pillage des trésors du temple des Delphes par les Phocéens. C'est tout, hein, c'est évident. Hein. On sait que chez les anciens et anciennes, les temples servaient de demeure aux dieux des marchandises et aux déesses des marchandises. C'était des banques sacrées. Voilà. Pour les Phéniciens, peuple marchand par excellence, l'argent était la figure extériorisée de toute chose. Aussi était-il dans l'ordre des choses que les jeunes filles qui se livraient aux étrangers lors des fêtes en l'honneur de la déesse de l'amour, offrir à la déesse la pièce de monnaie qu'elles avaient reçue en paiement. J'ai pas compris du tout. Fin de note. De même que dans la monnaie s'effacent toutes les différences qualitatives des marchandises. La niveleuse radicale efface de ce côté toutes les différences. Note, là c'est une citation de Shakespeare. Alors comment il parlait Shakespeare? Shakespeare, il parlait comme ça. Or précieux, or jaune et luisant. En voici assez pour rendre le noir blanc, le laid beau, l'injuste et juste, le vilain noble, le vieux jeune, le lâche vaillant. Qu'est-ce cela, ô Dieu immortel? Cela, c'est ce qui détourne de vos autels, vos prêtresses et leurs acolytes. Cet esclave jaune bâti et démolit. Enfin bref, voilà, une citation de Shakespeare qui dit que... Avec l'or, on peut faire tout n'importe quoi. Mais la monnaie est elle-même marchandise. Est elle-même une chose extérieure susceptible de devenir une propriété privée de tout un chacun. La puissance sociale devient ainsi puissance privée de la personne privée. Pourquoi la société antique la dénonce comme le bilan fatal à son ordre économique et moral. Note 82. Citation de Sophocle.
fois qu'il avait à peu près la même voix que... À peu près la même voix que Shakespeare. Il disait « L'homme ne connaît pas de mal plus honteux que celui de l'argent. Il jette la discorde jusque dans les villes. Il éloigne les êtres humains de leur demeure et de leurs troupeaux. Il trouble les âmes les plus nobles et les détourne vers des actes sans nom. Il suggère aux mortels les voies de la ruse et de la méchanceté. Leur apprend l'impiété. » Fin de note. Alors que la société moderne, qui dès sa plus tendre enfance l'attrapa aux cheveux, attirait Pluton des entrailles de la Terre, salue dans le sacré Graal d'or l'étincelante incarnation de son principe vital plus profond. Note 93. L'avarice espère arracher Pluton lui-même aux entrailles de la Terre. Citation de Athénaeus. Fin de note. La marchandise en tant que valeur d'usage satisfait un besoin particulier et constitue un élément particulier de la richesse matérielle. Mais la valeur de la marchandise mesure le degré de sa force d'attraction sur tous les éléments de la richesse matérielle, et donc la richesse sociale de son possesseuse et sa possesseuse. Pour la plus barbare et le plus frustre des possesseuses de marchandises, et même pour un paysan ou une paysanne d'Europe occidentale, la valeur est indissociable de la forme valeur, et l'accroissement du trésor d'or et d'argent est un accroissement de valeur. Certes, la valeur de la monnaie change, soit par suite de son propre changement de valeur, soit de celui de la valeur des marchandises. Mais cela n'empêche pas d'une part que 200 onces d'or contiennent toujours davantage de valeur que 100, 300 davantage que 100, etc. Ni d'autre part que la forme métallique naturelle de cette chose reste la forme équivalente universelle de toutes les marchandises, l'incarnation sociale directe de tout travail humain. L'instinct de thésaurisation est par nature démesuré. Qualitativement, ou encore du fait de sa forme, la monnaie ne connaît pas de borne, c'est-à-dire qu'elle est représentant universel de la richesse matérielle, parce qu'immédiatement convertible en n'importe quelle marchandise. Mais en même temps, toute somme d'argent réelle est limitée en quantité, et pour cette raison que moyen d'achat a effet limité. Cette contradiction entre limite quantitative et absence de limite qualitative, l'argent plonge et replonge le athésauriseuse dans son destin de Sisyphe de l'accumulation. Il lui arrive ce qui arrive aux conquérants du monde, qui à chaque nouveau pays ne conquiert en fait qu'une nouvelle frontière. Pour immobiliser l'or comme monnaie, et donc comme élément de la thésaurisation, il faut l'empêcher de circuler ou de se dissoudre comme moyen d'achat en moyen de jouissance. Le athésauriseuse sacrifie donc les plaisirs de sa chair en fétiche de l'or. Prend très au sérieux l'évangile du renoncement. Mais d'un autre côté, il ne peut soustraire en argent de la circulation ce qu'elle lui donne en marchandises. Plus elle produit, plus elle peut vendre. Labeur, épargne et avarice sont donc ses vertus cardinales. Vendre beaucoup, acheter peu, voilà toute son économie politique. Note 94, citation de Verri. Accroître autant que possible le nombre de vendeurs d'une marchandise, réduire autant que possible le nombre des acheteuses, tels sont les deux pôles autour desquels tournent toutes les mesures de l'économie politique. Fin de note. Parallèlement à la forme immédiate de la thésaurisation, il y a sa forme esthétique, la possession de marchandises d'or et d'argent. Cette possession s'accroît avec la richesse de la société bourgeoise. Soyons riches ou paraissons riches, disait. Il se constitue donc ainsi d'une part un marché sans cesse plus étendu pour l'or et l'argent, indépendamment de leur fonction monétaire, et d'autre part une source latente de monnaie qui se met notamment à couler dans les périodes de tempête sociale. La thésaurisation remplit diverses fonctions dans l'économie de la circulation métallique. La première fonction naît des conditions de circulation du numéraire d'or ou d'argent. On a vu comment la masse monétaire en cours gonfle et se rétracte sans cesse au gré des fluctuations qui affectent continuellement la quantité et la vitesse de la circulation des marchandises. Elle doit donc être capable de contraction et d'expansion. Il faut tantôt que la monnaie soit attirée comme numéraire, tantôt que le numéraire soit repoussé comme monnaie, pour que la masse monétaire réellement en cours corresponde en tout temps au degré de saturation de la sphère de circulation. Il faut que le quantum d'or ou d'argent existant dans un pays soit supérieur à celui en train de fonctionner comme numéraire. La forme thésaurisée de la monnaie permet de remplir cette condition. Les réservoirs de thésaurisation servent à la fois de canaux d'alimentation et de rejet de la monnaie en circulation. Ils n'engorgent ainsi jamais les canaux par cours.
dois vous avouer que je comprends pas bien ce que je lis. Hein. Alors là, note 95. Citation de Sir North. Encore, il parlait comment North, je sais même plus. J'avais pris cette voie-là, je sais même plus. Toute nation a besoin pour naître du commerce d'une somme déterminée de specific money, qui varie et est plus ou moins importante selon que l'exige la conjoncture. Ces périodes de flux et de reflux de la monnaie s'équilibrent d'elles-mêmes, sans le recours aux politiciens et aux politiciennes. Les godets travaillent en alternance. C'est quoi les godets? À mon avis, c'est pas ce que je crois. Lorsque la monnaie se fait rare, on monnaie les lingots. Lorsque les lingots sont rares, on fond la monnaie. John Stuart Mill, qui fut longtemps fonctionnaire de la Compagnie des Indes, confirme que les ornements et bijoux en argent continuent d'avoir en Inde une fonction de réserve. Les bijoux d'argent sont portés au monnayage quand le taux de l'intérêt est en baisse. D'après un document parlementaire de 1864 sur l'importation et l'exportation d'or et d'argent en Inde, l'importation dépassa l'exportation en 1863. Blablabla, statistiques, on s'en fout. Fin de note. Petit b, moyen de paiement. Dans la forme immédiate de la circulation des marchandises, nous avons analysé jusqu'ici, la même grandeur de valeur était toujours présente sous une double espèce. Marchandises à l'un des pôles argent, argent au pôle opposé. Les possesseuses de marchandises n'entraient donc en contact que comme représentants d'équivalents existants de part et d'autre. Mais avec le développement de la circulation des marchandises, se développent des rapports qui séparent dans le temps l'aliénation de la marchandise de la réalisation de son prix. Nous mentionnerons ici seulement les plus simples parmi ces rapports. Telle espèce de marchandise requiert par exemple une durée de production plus courte. La production de différentes marchandises est liée à différentes saisons. Telle marchandise est mise au monde sur les lieux mêmes de son marché, telle autre au contraire qui en est éloigné doit s'y rendre. Un ou une des possesseuses de marchandises peut donc jouer le rôle de vendeuse avant que l'autre ne joue celui d'acheteuse. Quand les mêmes transactions entre les mêmes personnes se répètent sans cesse, les conditions de vente des marchandises se règlent d'après leurs conditions de production. D'autre part, l'utilisation de certaines espèces de marchandises, maison par exemple, est vendue pour un laps de temps déterminé. L'acheteuse n'obtient vraiment la valeur d'usage de la marchandise qu'après expiration de l'échéance. Il l'achète donc avant de la payer. Telle possesseuse de marchandises vend de la marchandise existante. D'autres achètent en tant que simple représentant d'argent, le représentant d'argent à venir. Représentante. La vendeuse devient créancière, l'acheteuse débiteur. La métamorphose de la marchandise, le développement de sa valeur se modifie. La monnaie ainsi aussi acquiert une autre fonction, moyen de paiement. Mode 96. Luther distingue entre l'argent en tant que moyen d'achat et l'argent en tant que moyen de paiement. Moyen de paiement. Citation. Martin Luther. Tu me fais d'un usurier un être double. Si je ne puis payer, là, puis acheter. Je crois qu'il y a un effet spécial pour... La cathédrale, c'est un autre. Je cherche un effet. Ah, c'est ce truc-là, ça fait les canons de pêche et le bel, je crois. Ça s'appelle Magic Chords. Magic Chords, faut que je retienne ça. Si je suis ramené à citer à nouveau rien de religieux. Alors, fin de note. Fin de note. Mais ces mêmes caractères peuvent aussi apparaître indépendamment de la circulation des marchandises. La lutte de classe dans l'Antiquité, par exemple, se déroule principalement sous la forme d'une lutte entre créancières et débiteuses, et prend fin à Rome avec la disparition de la débiteuse plébéienne, remplacée par l'esclave. Au Moyen-Âge, la lutte fin avec la disparition de la débiteuse féodale qui perd son pouvoir politique en même temps, base économique
Néanmoins, la forme argent et le rapport créancier-débiteur débiteuse à la forme d'un rapport monétaire ne reflètent ici que l'antagonisme de conditions de vie économique plus profondes. Retournons à la sphère de la circulation des marchandises. L'apparition simultanée aux deux pôles du procès de vente des équivalents marchandises, l'argent a cessé. L'argent fonctionne maintenant, premièrement comme mesure de la valeur dans la détermination du prix de la marchandise. Son prix arrêté contractuellement mesure l'obligation de l'acheteuse, c'est-à-dire la somme d'argent dont il est redevable à une échéance déterminée. Il fonctionne deuxièmement comme moyen d'achat idéal, bien que n'existant que dans la promesse monétaire de l'acheteuse. Il provoque le changement de main de la marchandise. Je vais faire une petite pause bientôt, peut-être pas tout de suite. La page d'après est très fin et la tête qui tourne. Pas de raison. Ah, c'est ça, j'en étais là. Le petit C. Faire une pause avant le petit C. Pas tout de suite. La page d'après. Seulement à l'échéance du paiement que le moyen de paiement entre vraiment dans la circulation, c'est-à-dire quitte les mains de la vendeuse pour passer dans celles de l'acheteuse. Le moyen de circulation se transforme en trésor, parce que le procès de circulation s'est interrompu à la première phase, que la figure transformée de la marchandise a été retirée de la circulation. Le moyen de paiement entre dans la circulation, mais une fois que la marchandise en est sortie. L'argent ne médiatise plus le procès, il le clôt de manière autonome, en tant qu'existence absolue de la valeur d'échange ou que marchandise. Le vendeuse transformait la marchandise en argent pour satisfaire un besoin à l'aide de celui-ci. Le thésaureuse pour préserver la marchandise dans la forme argent, l'acheteuse endettier pour pouvoir payer. Si elle ne paye pas, ses biens sont saisis et vendus. Par une nécessité sociale provenant des rapports même du procès de circulation, la figure valeur de la marchandise, l'argent devient donc maintenant point propre de la vente. L'acheteur retransforme l'argent en marchandise avant d'avoir transformé la marchandise en argent. Il accomplit la deuxième métamorphose de la marchandise avant la première. Marchandise due de la vendeuse circule, mais ne réalise son prix qu'à titre de droit privé sur l'argent. Elle se transforme en valeur d'usage avant d'être transformée en argent. L'accomplissement de la première métamorphose ne devient qu'ultérieurement. Bien qu'ultérieurement. Note 98 à la deuxième édition. Le passage suivant, extrait de mon ouvrage paru en 1858, pourquoi il fait suffit à expliquer pourquoi je n'accorde pas dans le texte la moindre place à une forme opposée. Citation de Marx à lui-même, je suppose. Inversement, dans le processus AM, donc argent vers marchandise, l'argent peut être extériorisé comme véritable moyen d'achat et le prix de la marchandise réalisé ainsi, avant que la valeur d'usage de l'argent soit réalisée ou la marchandise aliénée. C'est ce qui se passe par exemple quotidiennement sous la forme des paiements anticipés. C'est aussi la forme sous laquelle le gouvernement anglais achète en Inde l'opium des riots. J'ai pas la ref. Mais l'argent n'agit toujours là que sous la forme bien connue de moyens d'achat. Naturellement, le capital aussi est avancé sous la forme de l'argent. Cependant, ce point de vue ne relève pas de la perspective de la circulation simple. Pas de citation de Marx à lui-même, fin de note. Dans chaque période déterminée du procès de circulation, les publications venues à échéance représentent la somme des prix des marchandises à l'origine de leur émission. La masse d'argent nécessaire à la réalisation de cette somme de prix dépend d'abord de la vitesse du mouvement des moyens de paiement. Elle dépend de deux circonstances. De l'enchaînement des rapports de créanciers à débiteureuse, en somme, en sorte que A touche de l'argent de son débiteureuse B, le reverse à son propre créancier, créancière C, etc. Et du laps de temps qui sépare les différentes échéances du paiement. Cette procession de paiement de première métamorphose effectuée se distingue essentiellement de l'emplacement des séries de métamorphoses analysées plus haut. Dans le parcours du moyen de circulation, la connexion entre vendeuse et acheteuse n'est pas seulement exprimée. La connexion proprement dite
ne voit le jour que dans et par le mouvement de la monnaie en cours, alors que le mouvement du moyen de paiement exprime une connexion sociale déjà constituée avant même que ce mouvement existe. La simultanéité et la juxtaposition des ventes limitent la possibilité de suppléer à la masse de numéraire par la vitesse de son cours. Elle constitue à l'inverse un nouveau levier dans l'économie des moyens de paiement. Avec la concentration des paiements sur une même place se développent tout naturellement des institutions et des méthodes propres à leur règlement. C'est le cas par exemple des virements, en français dans le texte, à Lyon au Moyen-Âge. Les créances de A sur B, de B sur C, de C sur A, etc. n'ont qu'à être confrontées pour s'abolir réciproquement jusqu'à concurrence d'une certaine somme positive ou négative. Ah, avoir mangé ça m'a fait du bien quand même, parce que là je me concentre mieux et je passe pas mon temps à me rattraper ou à essayer de pas tomber dans les pommes, donc ça j'avais vraiment besoin de manger. Hein. Il ne reste alors plus qu'une balance de compte à solder. Plus la concentration des paiements est massive, plus la balance est relativement petite, et donc aussi la masse des moyens de paiement en circulation. Dans sa fonction de moyen de paiement, la monnaie contient une contradiction sans médiation. Si les paiements s'équilibrent, elle ne fonctionne qu'idéalement comme monnaie de compte ou comme mesure des valeurs. S'il y a un véritable paiement à effectuer, elle n'entre pas en scène comme moyen de circulation, comme forme de médiation exclusivement éphémère du métabolisme, mais comme l'incarnation individuelle du travail social, comme existence autonome de la valeur d'échange, comme marchandise absolue. Cette contradiction éclate dans ces périodes de crise de production et de commerce qu'on appelle crise monétaire. Note 99. Il convient d'opérer une distinction entre la crise monétaire telle qu'elle est présentée dans ce texte, comme phase particulière comme phase particulière de toute crise de production ou de commerce, et cette forme particulière de crise, appelée également crise monétaire, mais qui peut surgir isolément, de sorte qu'elle n'agit que par contre-coup sur l'industrie et le commerce. Ce sont là des crises dont le pivot est le capital argent, et qui ont par conséquent la banque, la bourse et la finance pour sphère immédiate. Note de Marx pour la 3e édition. Fin de note. Elle ne se produit que là où sont totalement développés la chaîne et le processus de paiement, ainsi qu'un système artificiel destiné à leur règlement. Quand ce mécanisme, pour une raison quelconque, se perturbe d'une manière plus ou moins généralisée, la monnaie se renverse d'un coup et sans médiation. Elle abandonne la figure seulement idéale de monnaie de compte pour se transformer en monnaie sonnante et trébuchante. Plus question de la remplacer par des marchandises profanes. La valeur d'usage de la marchandise devient sans valeur, et la valeur disparaît devant la propre forme-valeur de la monnaie. Il y a peu, le A bourgeoise déclarait encore, ivre de cette volonté présomptueuse d'éclairer autrui que vous donne la prospérité. Ah d'accord, c'était une seule phrase, je la refais, excusez-moi. Il fait des phrases trop longues aussi. La valeur d'usage de la marchandise devient sans valeur. Non, ça j'ai dit. Il y a peu, le ou la bourgeoise déclarait encore, ivre de cette volonté présomptueuse d'éclairer autrui que vous donne la prospérité, que l'argent n'était qu'une illusion vide de sens. Seule la marchandise est argent. Seul l'argent est marchandise. Voilà ce qu'on entend maintenant sur le marché mondial. Son âme crie auprès... Attendez... Ah non, je crois que j'avais une commande son, mais j'ai pas encore eu le temps de la mettre, bon, tant pis. Son âme crie après l'argent, la seule richesse comme le cerf brame après l'eau fraîche. Son âme crie après l'argent comme le cerf brame après l'eau fraîche. Ok, j'ai pas la ref. Donc note 100, citation de Marx lui-même. Le brusque renversement du système de crédit en système monétaire ajoute l'effroi théorique à la panique pratique et les agents de circulation tremblent devant le mystère impénétrable de leur propre rapport. Les pauvres n'ont pas de travail parce que les riches n'ont pas d'argent pour les employer, bien qu'ils possèdent... Ah non, ça c'est citation de John Bellers, pardon. Bien qu'ils possèdent les mêmes terres et la même main-d'œuvre que par le passé pour fournir moyens de subsistance et vêtements. Ce sont eux et elles, et non l'argent, qui constituent la vraie richesse d'une nation. Fin de note. Dans la crise, l'opposition entre la marchandise et sa figure valeur, la monnaie s'exacerbe. Voilà, je lis n'importe comment, excusez-moi là, franchement, c'est ce soir, c'est la dernière. Allez, j'ai hâte qu'on en finisse, là, ça commence à me fatiguer. Alors, dans la crise, l'opposition entre la marchandise et sa figure valeur, la monnaie,
s'exacerbe jusqu'à la contradiction absolue. C'est pourquoi la forme phénoménale de l'argent est indifférente ici. La famille monétaire reste la même qu'il faille payer en or, en monnaie fiduciaire, en billets de banque par exemple. Note 101. Comment les amis du commerce, en français dans le texte, exploitent de telles situations. Une citation de H. Roy. Citation de H. Roy, The Theory of the Exchange. Alors, je vais mettre un effet de voix comme je fais à chaque fois. Je mets quoi comme effet de voix pour cette personne? Custom pitch, c'est quoi ça? C'est juste la voix aiguë, ça, non? Ah ouais, c'est juste la voix aiguë en fait. Ok. Un jour, en 1839, un vieux banquier de la City souleva dans son cabinet le couvercle du pupitre devant lequel il était assis et étala devant l'un de ses amis des liasses de billets de banque. Avec un plaisir non dissimulé, il dit qu'il y avait là 600 000 livres qu'il gardait en réserve pour créer une pénurie d'argent et qui seraient toutes mises en circulation le même jour à 3 heures. L'organe semi-officiel The Observer fait le 24 avril 1864 la remarque suivante. Bon, c'est un peu les mêmes gens, donc du coup je fais la même voix. Des bruits rien moins qu'étranges courent sur les moyens qui ont été employés dans le but de créer une pénurie de billets de banque. Aussi douteuse que puisse sembler l'idée qu'on aurait pu avoir recours à de semblables artifices, la rumeur en a été si largement répandue que nous nous devons en vérité d'en faire état. Voilà, donc il y avait déjà des fake news à l'époque. Fin de note. Si nous considérons maintenant la somme globale de monnaie en cours pendant une période donnée, elle sera, à vitesse donnée du cours des moyens de circulation et de paiement, égale à la somme des prix des marchandises à réaliser plus la somme des paiements venus à échéance, moins les paiements qui s'équilibrent, moins finalement le nombre de parcours où la même pièce de monnaie fonctionne alternativement tantôt comme moyen de circulation, tantôt comme moyen de paiement. Le paysan, ou la paysanne par exemple, vend son froment pour 2 livres, qui servent ainsi de moyen de circulation. Le jour de l'échéance, elle paye avec ces 2 livres la toile que le tisserand et tisserande lui a livrée. Les mêmes 2 livres fonctionnent maintenant comme moyen de paiement. Le tisserand 2 achète alors une Bible comptant. Elle refonctionne maintenant comme moyen de circulation, etc. On a déjà vu cet exemple dans les sous-chapitres précédents. Même si prix, vitesse du cours de la monnaie et économie des paiements sont donnés, la masse de monnaie en cours et la masse de marchandises en circulation pendant une période, une journée par exemple, cesse donc de coïncider. Il y a l'argent en circulation qui représente des marchandises retirées depuis longtemps de la circulation. Il y a des marchandises... Oula, excusez-moi, oh, je relis encore n'importe comment. Je recommence. Il y a des marchandises en circulation dont l'équivalent argent n'apparaît que plus tard. D'autre part, les paiements contractés chaque jour, et ceux qui viennent à échéance ce même jour, sont des grandeurs tout à fait incommensurables. Très longue citation de The Currency Theory Reviewed, par un banquier anglais. Ah, mais arrête de tout faire, voilà, comme ça. Donc, un vieux banquier anglais. On n'a qu'à dire qu'il avait écrit ça dans une grande banque, donc on va dire qu'il parle avec un écho comme ça. Le montant des ventes et des contrats réalisés pendant une journée donnée n'influencera en rien la quantité d'argent en circulation ce même jour, mais se résoudra dans la majorité des cas en une multitude de traites sur la quantité d'argent qui pourra être en circulation à des dates ultérieures, plus ou moins éloignées. Il n'est pas nécessaire que les billets soient signés ou les traites ouvertes aujourd'hui présentent en nombre, en montant ou en durée une quelconque similitude avec ceux contractés pour demain ou après-demain. Au contraire, beaucoup de billets et créances contractés aujourd'hui couvrent, lorsqu'ils arrivent à échéance, une masse d'obligations dont l'origine est dispersée sous toute une série de dates antérieures et absolument indéfinies. Ainsi, des billets à 12, 6, 3 ou 1 mois arrivent souvent à échéance au même moment, grossissant alors démesurément la masse des paiements à effectuer le même jour. Fin de note. Tu vois, la note, elle était là. On avance pas mal quand même. La monnaie de crédit provient directement de la fonction de moyen de paiement assurée par la monnaie, étant donné que circulent des reconnaissances de dette pour des marchandises vendues qui sont elles-mêmes destinées à transférer les créances. D'autre part, la fonction de la monnaie comme moyen de paiement s'étend au fur et à mesure de l'extension du crédit.
La monnaie de crédit en tant que telle acquiert des formes d'existence propres au sein desquelles elle habite la sphère des grosses transactions commerciales, alors que le numéraire d'or ou d'argent se voit refoulé principalement dans la sphère du commerce de détail. Une phrase encore beaucoup trop longue. Là, il fait des stats dans la note 103. Pour donner un exemple de la faible proportion dans laquelle l'argent comptant... là, il y a plein de stats de l'époque, je vais pas m'embêter à les lire, désolé. Fin de note. À un certain niveau de développement et d'extension de la production marchande, la fonction de moyen de paiement déborde la sphère de la circulation des marchandises. La monnaie devient la marchandise universelle des contrats. Note 104. Citation de Defoe. Defoe. Ok, Defoe, je sais pas. Comment qu'il parlait Defoe? C'est quoi cette voix là? Ah, ça fait un peu mal aux oreilles, je vais peut-être pas la garder, non? Ah. Oula. Peut-être, ouais, non, c'est peut-être pas, peut-être too much. Comme effet. Peut-être pour des let's play, ce serait cool, mais pour du RP, let's play, mais là, non. On va le mettre cette voix là, dans le doute. Allez hop. Les relations commerciales ont à ce point évolué qu'au lieu d'avoir un échange de marchandises contre des marchandises ou de livraison et d'enlèvement, on a maintenant une vente et un paiement, et que toutes les affaires se présentent dorénavant comme de pures transactions financières. Voilà, tout ça pour ça. Okay. Fin de note, on reprend là. Donc, de prestations en nature qu'ils étaient, rentes, impôts, etc., se transforment en paiement d'argent. Le double échec que connurent par exemple dans l'Empire romain les tentatives de prélever en argent toutes les redevances démontre combien cette transformation est conditionnée par la figure globale du procès de production. L'effroyable misère du peuple des campagnes françaises sous Louis XIV, que Bois-Guilbert, le maréchal Vauban, etc. dénonciaient localement, n'est pas seulement imputable à la lourdeur de l'impôt, mais encore à la transformation des impôts en nature en impôts en espèces. Note 105. Citation de Bois-Guilbert. Je sais pas si j'ai déjà cité Bois-Guilbert. Du coup, je sais pas quelle voix il avait. Bon, là, je mets l'autotune. L'argent est devenu le bourreau de toute chose. La finance est l'alambic qui a fait évaporer une quantité effroyable de biens et de denrées pour former ce fatal précis. L'argent déclare la guerre à tout le genre humain. Fin de note, c'était la note 105. Si, d'autre part, la forme en nature de la rente foncière, qui est en même temps en Asie l'élément principal de l'impôt d'État, y repose sur des rapports de production qui se reproduisent avec l'immuabilité de réalité naturelle. Cette forme de paiement entretient rétroactivement l'ancienne forme de production. Elle est un des secrets de la conservation de l'Empire turc. Quand le commerce extérieur imposé au Japon par l'Europe entraînera la transformation de la rente en nature, en rente en argent, s'en sera fait de son agriculture modèle. Ces strictes conditions économiques d'existence se dissoudront. Dans chaque pays s'établissent des échéances générales pour les paiements. Celles-ci reposent en partie, abstraction faite d'autres circuits de la reproduction, sur des conditions naturelles de la production, lesquelles sont liées au changement des saisons. Elles gouvernent aussi des paiements qui ne proviennent pas directement de la circulation des marchandises, telles que les impôts, les rentes, etc. La masse monétaire requise à certains jours de l'année par ces paiements éparpillés sur toute la surface de la société provoque des perturbations périodiques, mais tout à fait superficielles, dans l'économie des moyens de paiement. Note 106. Je comprends pas, cette phrase est beaucoup trop longue. Bref, citation. Le lundi de Pentecôte, raconte Monsieur Craig à la commission d'enquête parlementaire de 1826. Donc, ce fameux lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, il y eut à Édimbourg une demande tellement énorme de billets de banque que, à 11h, nous n'avions pas plus un seul billet en notre possession. Nous nous adressâmes à tour de rôle aux différentes banques afin d'en emprunter, mais ne pûmes en obtenir aucun, et nombre de transactions ne purent être conclues que sous les bouts de papier. À 3h de l'après-midi, tous les billets étaient déjà retournés aux banques d'où ils étaient partis. Ils n'avaient fait que changer de main. Bien que la moyenne effective de la circulation des billets de banque en est... Ah, c'est la fin de citation. Bien que la moyenne effective de la circulation des billets de banque en Écosse n'atteigne pas 3 millions de livres, il arrive cependant qu'à certains termes de paiement de l'année, on sollicite le moindre billet se trouvant en la possession des banquiers et banquières, soit l'un dans l'autre environ 7 millions de livres. Les billets n'ont à remplir dans de telles occasions qu'une fonction unique et spécifique, après quoi aussitôt qu'ils
Aussitôt qu'ils l'ont rempli, ils retourneront aux différentes banques qu'ils avaient émis. Il convient d'ajouter pour plus de clarté qu'en Écosse, du temps du texte de Feuarton, on ne remettait pas de chèques pour les dépôts, mais seulement des billets de banque. Fin de note. Oh pardon, j'ai touché le micro. C'est d'autre part la forme en nature de la rente foncière qui était en même temps en Asie l'élément principal de l'impôt d'État. Il repose sur des rapports de production qui se reproduisent avec l'immuabilité des réalités naturelles. Cette forme de paiement entretient rétroactivement l'ancienne forme de production. Cette phrase est beaucoup trop longue, je vais pas m'emmerder à la comprendre. Ne vous inquiétez pas, en général quand on comprend pas une phrase, c'est pas grave. Et quand on ne comprend pas une phrase, ce n'est pas grave. On peut lire la suite. Et au pire, en général, si c'est bien écrit, la suite est un petit peu permet de comprendre le reste. Donc en général, c'est comme ça que je vois les choses. Note 106. En plus, j'ai commencé là alors que c'était là qu'il fallait que je reprenne. Donc c'est pas plus mal. Il découle de la loi sur la vitesse du cours des moyens de paiement en circulation que, pour tous les paiements périodiques, indépendamment de leur source, la masse des moyens de paiement nécessaires est directement proportionnelle à la longueur des périodes de paiement. Note 107. Alors j'aime bien cette lecture, hein. Le problème c'est que s'il n'y avait pas toutes ces notes, on irait beaucoup plus vite, putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. Bref. Note 107. À la question de savoir si devant faire tourner pour 40 millions par an les mêmes 6 millions, or suffirait aux évolutions et aux circulations résultant des exigences du commerce, pardon, je digère, Petit répond avec sa maestria habituelle. Alors, Petit... Je vais mettre cette voix-là, Petit... Je réponds que oui. Pour une somme de 40 millions, les 40/52e de 1 million seraient déjà suffisants si les parcours de la monnaie se faisaient dans les termes sur... Excusez-moi, mais je vais pas lire cette note-là, elle est interminable pour dire pas grand-chose. Fin de note 107. Le développement de la monnaie comme moyen de paiement rend nécessaire des accumulations d'argent pour les échéances des sommes dues, alors que la thésaurisation en tant que forme autonome d'enrichissement disparaît au fur et à mesure des progrès de la société bourgeoise. Elle s'accroît inversement, en même temps sous la forme de fonds de réserve des moyens de paiement. Petit c, monnaie mondiale. En sorte de la sphère de circulation intérieure, la monnaie se redépouille des formes locales qui y fleurissent, étalons des prix, numéraires, formes divisionnaires et signes de valeur, et retombe dans la forme originelle des barres de métal précieux. Dans le commerce mondial, les marchandises développent leur valeur de manière universelle. C'est pourquoi, là aussi, leur figure de valeur autonome se présente à elle comme monnaie mondiale. C'est seulement sur le marché mondial que la monnaie fonctionne à plein comme la marchandise dont la forme monnaie est en même temps immédiatement la forme de réalisation sociale du travail humain in abstracto, c'est-à-dire dans l'abstraction, je suppose. La modalité de son existence devient adéquate à son concept. C'est beau, mais je comprends pas tout, donc c'est pas grave. Dans la sphère de circulation intérieure, une seule marchandise peut servir de mesure à la valeur, et partant servir de monnaie. Sur le marché mondial, règne une double mesure de valeur. Et là, mesdames et messieurs et mix, voyez devant vous, pour les personnes qui peuvent voir et qui sont devant leur écran, il y a une note qui fait littéralement une page, moins 2 lignes. La note 108. J'ai pas envie, mais j'ai vraiment pas envie du tout de la lire. Vraiment pas, je comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça. Parce que là, ah d'accord, à la base la note de bas de page faisait 4 lignes, 6 lignes, et après il y a eu un additif à la 2e édition, il fait 4-5 lignes, puis un additif à la 4e édition, qui fait plus de la moitié de la page du coup. Donc du coup je vais pas la lire, je suis vraiment sincèrement désolé, mais faut qu'on avance là. Au pire je vous invite à aller d'aller sur le lien que j'ai mis dans le chat pour tout simplement pour le lire par vous-même. On continue donc. La monnaie mondiale fonctionne comme moyen de paiement universel, comme moyen d'achat universel et comme matérialisation sociale absolue de la richesse en général. C'est la fonction de moyen de paiement pour le règlement des balances internationales qui prédomine, d'où le mot d'ordre du système mercantiliste
balance commerciale. Et là, mesdames et messieurs MX, nous avons une note qui fait une demi-page littéralement. Que je vais pas lire parce que j'en peux plus. Surtout que ce passage-là, tout ce passage-là qu'on est en train de lire, c'est sur la monnaie or et la monnaie argent. Or, c'est le cas de dire, la monnaie or et argent n'a plus lieu, ce genre d'analyse n'a plus lieu d'être aujourd'hui, puisque la monnaie or et la monnaie argent, bah je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est plus le cas aujourd'hui. La monnaie maintenant c'est sous forme de billets de banque. En tout cas, 2% de l'argent est sous forme dite d'espèces, c'est-à-dire ce qu'il appelait des jetons et des billets de banque. Et tout le reste, c'est de la monnaie numérique. Donc c'est même plus super intéressant de se concentrer trop sur cette partie, je trouve. Peut-être que pour vous, vous pensez que ça peut valoir le coup de faire des puristes. Mais je vais pas lire cette note-là. Je vous invite encore à lire par vous-même le texte gratuitement accessible sur le lien que j'ai mis dans le chat. On continue donc. L'or et l'argent servent essentiellement de moyens d'achat international chaque fois que l'équilibre traditionnel du métabolisme à l'œuvre entre les différentes nations se trouve maintenant perturbé. Ça pareil, c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui maintenant c'est le dollar qui est la monnaie de référence entre guillemets. C'est plus les talons or, c'est les talons dollars en quelque sorte. Il fonctionne enfin comme matière sociale absolue de la richesse, là où il ne s'agit ni d'achat ni de paiement, mais de transfert de la richesse d'un pays à l'autre, et où ce transfert est exclu sous la forme marchande, soit par la conjoncture du marché, soit par la nature de l'objectif poursuivi. Note 110 qui cette fois fait moins de 50 lignes. La valeur peut être exigée précisément sous la forme argent quand il s'agit de subsides par exemple, d'emprunts contractés pour faire la guerre, ou pour la reprise des paiements en espèces des banques par exemple, espèces par les banques par exemple, etc. Fin de note. Alors, je vois quand même un intérêt à ce passage-là, c'est de voir l'évolution du capitalisme à cette époque-là. Comment le capitalisme a évolué, était en train d'évoluer au moment où Marx écrivait. C'était il y a plus de 150 ans, donc voilà, faut quand même relativiser l'intérêt malgré tout. Enfin, note, on continue. Tout comme pour sa circulation intérieure, chaque pays a besoin d'un fonds de réserve pour la circulation sur le marché mondial. Les fonctions des trésors proviennent donc d'une part de la fonction de la monnaie comme moyen de circulation et de paiement intérieur, d'autre part de sa fonction monnaie mondiale. Note 110A, que je vais pas lire parce qu'elle fait un quart de la page. Fin de note. Dans ce dernier rôle, c'est toujours la véritable marchandise monnaie, l'or et l'argent en chair et en os, qui est requise, ce qui incite James Stewart à caractériser l'or et l'argent par opposition à leurs représentants exclusivement locaux, comme étant expressément la monnaie mondiale. Money of the world, comme on dit en anglais. Les eaux du fleuve d'or et d'argent se déplacent selon deux sortes de courants. Un premier courant qui part des sources roule et se répand sur le marché mondial tout entier, où elles sont captées dans des proportions variables par les différentes sphères de circulation nationale pour aller s'écouler dans leurs canaux intérieurs, remplacent les rivières d'or et d'argent usagées, fournissent le matériau des marchandises de luxe et se figent dans les trésors. Des phrases beaucoup trop longues, j'en peux plus. Même les phrases, elles font plus de la moitié de la page. Note 111 est une citation de Leutrosne. L'argent se partage entre les nations relativement aux besoins qu'elles en ont, étant toujours attirées par les productions. Et une deuxième citation, cette fois de Van der Lint. Les mines qui fournissent continuellement de l'or et de l'argent sont suffisamment productives pour fournir à chaque nation cette quantité nécessaire. Fin de note. Ce premier mouvement est médiatisé par l'échange direct des travaux nationaux réalisés dans des marchandises contre le travail des pays producteurs d'or et d'argent réalisés dans des métaux précieux. Et un autre courant dans lequel l'or et l'argent vont et viennent en permanence entre les différentes sphères de circulation nationale qui suit les oscillations incessantes du cours de change. Note 112. Citation de Barbon. Tiens, je vais faire une voix bizarre pour Barbon. Pour terminer sur une voix comme ça. Le cours d'échange connaît chaque semaine des alternances de hausse et de baisse. À certains moments de l'année, les hausses qui subissent se font au détriment de la nation, et à d'autres moments, les mêmes hausses se font à son avantage. Voilà, j'ai essayé de faire une voix un peu bizarre, histoire de détendre un peu. Les pays à production bourgeoise développée limitent les trésors concentrés massivement dans les réservoirs bancaires au minimum requis pour leurs fonctions spécifiques. Note 113. Ces différentes fonctions peuvent entrer dangereusement en conflit dès que s'y adjoint la fonction de fonds de conversion pour les billets de banque. Fin de note. À certaines exceptions près,
Un dépassement visible des capacités de contenance des réservoirs de trésors au-dessus du niveau moyen est un signe d'engorgement de la circulation des marchandises ou d'interruption du flux de la métamorphose des marchandises. Note 114, et on va s'arrêter là, définitivement. Note 114, donc. Toute la monnaie qui dépasse la quantité strictement nécessaire pour le commerce intérieur est un capital mort, qui n'apporte aucun profit au pays qui le détient, à moins qu'il ne soit lui-même exporté ou bien importé. Citation de John Bellers. Maintenant, citation de John Petty, ou W. Petty. Ah. Ok. Baisser un peu la reverb quand même. Voilà. Que faire si nous avons trop de monnaie? Nous pouvons fondre la plus lourde et la transformer en splendide couverts, en vaisselle et en ustensiles d'or et d'argent. Ou bien l'envoyer comme marchandise là où en existe le besoin et la demande. Ou encore la prêter à intérêt là où on paie un taux d'intérêt élevé. Fin de citation de Petty, William Petty. Et maintenant, citation à nouveau de William Petty, donc je prends la même voix. L'argent n'est que la graisse du corps politique. Autant trop nuit à sa mobilité, autant trop peu le rend malade. De même que la graisse confère souplesse au mouvement des muscles suppléés, aux aliments marquants, comble les inégalités et embellit le corps, l'argent favorise les mouvements de l'État, fait venir de l'étranger quand le pays connaît la disette, des moyens de subsistance efface les dettes, et embellit le tout. Mais à vrai dire, ajoute Petty avec ironie, tout particulièrement les individus qui le possèdent en abondance. Et vous savez comment on adore les individus ici, et ce sera le mot de la fin pour cette section pour la première section du Capital de Marx. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé le projet et que ça vous a donné envie de lire la suite, parce que je vous encourage franchement à lire la suite qui est vachement plus intéressante que ce qu'on a lu ce soir.